Bonjour et bienvenue sur la 6e édition du Salon des métiers d'art de Lens. Dans ce cadre magnifique, nous allons vous faire découvrir, durant un peu plus d'une heure, le savoir-faire de notre région et les meilleurs artisans de notre territoire. D'ailleurs, je suis sur le stand de Delphine Leduc, qui est modiste. Bonjour Delphine. Alors, on va vite comprendre un peu ce que vous faites avec ces images. Modiste, c'est quoi comme métier ? Alors modiste, ça consiste à mettre en forme un chapeau, designer la forme et puis ensuite poser les garnitures. Alors, quelles études vous avez fait pour faire ce métier-là ? Alors moi, c'est la passion de ma maman que j'ai repris. Donc j'ai d'abord passé un CAP mode et chapellerie à Paris. Et ensuite, j'ai suivi des cours avec une dame qui est meilleure ouvrier de France pour Saint-Laurent en couture. Et des cours de fleuristerie et de plumasserie avec Dominique Piliard qui travaille au lycée Octave Feuillet et pour Jean-Paul Gaultier. Alors, dites-moi un peu comment vous fabriquez un chapeau. Alors, un chapeau, ça se fabrique, au départ, on a des moules soit en bois ou en alu. Donc, j'ai des moules comme ça en bois. Donc, vous avez des moules comme ça en bois. On étire la matière sur le moule. Donc moi, je travaille principalement le feutre ou le topé. Le topé, c'est un feutre en poil de lapin. Et l'été, la paille, le sisal et le parasisal. Ça vous prend combien de temps pour fabriquer un chapeau ? Tout dépend du chapeau, mais il faut compter un minimum de 3 heures déjà pour la mise en forme, les coutures, la passementerie. Après, on en a pour au moins 2 heures, entre 3 et 5 heures. Alors, vous avez quelquefois des commandes spéciales ? Oui, j'ai des commandes spéciales, surtout pour les cérémonies ou le théâtre ou des chanteurs. Cette année, j'ai fait un chapeau pour une dame qui est dans le rock, en fait une chanteuse, enfin un chapeau de scène. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà créé des chapeaux ou est-ce que vous aimeriez créer des chapeaux pour une personne célèbre, par exemple ? Ah oui, j'aimerais bien créer des chapeaux, pourquoi pas pour une reine, la reine d'Angleterre, la princesse Mathilde, ou d'autres personnalités de la chanson. Alors, le message est passé. Dernière petite question. Ce métier, vous aimeriez... Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le territoire et est-ce que vous aimeriez qu'il perdure encore longtemps ? Oui, bien sûr, j'aimerais qu'il perdure pour que le chapeau se démocratise parce que ça finalise une tenue et... Aussi, les créateurs français, enfin la mode en France a sa renommée, donc c'est dommage de perdre l'image du chapeau. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Je pense que dans la région, on est une dizaine de modistes. Donc oui, j'espère que ça va perdurer. Alors, en dehors de ce salon, on peut vous retrouver où ? Donc j'ai une boutique sur Marc-en-Barœul, où j'exerce depuis 14 ans. Sinon, vous pouvez me retrouver, j'ai une page Facebook, Delphine Leduc modiste. Et là, je peux proposer mes services à distance. Alors, merci beaucoup Delphine. Alors on va se retrouver sur notre plateau avec nos autres invités pendant plus d'une heure sur le salon des métiers d'art. À tout de suite sur le plateau. Alors, bonjour Monsieur Van der Marlière. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes bien... vous n'êtes plus président du CIMA ? Non. Non ? Non, parce qu'il n'existe plus. Non, j'étais président de l'IMAP, l'Institut des métiers d'art et du patrimoine. Oui, c'était plus simple que ce soit la Chambre de métiers qui reprenne la gouvernance de ce salon. C'était dans les gènes de la Chambre de métier et c'était presque ce qui était prévu depuis le début, quoi, parce que... Oui, mais du coup, vous connaissez bien ce salon ? Un petit peu quand même. Alors, c'est l'Institut des métiers d'art et du patrimoine qui organisait ce salon avant. Maintenant, c'est la Chambre des métiers. Oui. Vous êtes très impliqué dans cet événement. Est-ce que la promotion des artisans, c'est important sur le territoire ? Pas qu'un peu, parce que les métiers d'art, j'ai l'habitude de dire que ce sont les métiers d'art qui vont sauver la France. L'industrie est un petit peu en pleine déconfiture, même si elle reprend du poil de la bête. Les artisans, ils suivent un petit peu le même chemin. Et par contre, l'artisanat d'art, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable, qui se passe vraiment à proximité. Et puis, on peut faire des choses sur mesure. Et c'est ça l'importance des métiers d'art.
Du coup, un salon comme celui-là, c'est très important. Pour nous, c'est très important. C'est une belle vitrine. On peut montrer notre savoir-faire. Et puis, le fait d'organiser un salon de cette taille, ça permet de faire venir beaucoup de gens et de montrer, et en espérant toujours que tous les visiteurs vont faire savoir nos savoir-faire. Alors vous êtes marbrier. Alors on va retrouver quelques-unes de vos pièces sur ce salon, bien sûr, des pièces plutôt légères. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors légère, c'est un doux euphémisme. Notre métier, c'est la marbrerie de bâtiments et décoration, même si on intervient aussi un petit peu dans le funéraire pour faire des pièces vraiment particulières. Mais notre leitmotiv dans notre manière de faire, c'est de rendre le marbre et la pierre légères, avec des formes un peu design, avec des formes un peu pensées, avec des formes un peu rêvées, et puis des pièces qui parfois sont en mouvement, et le mouvement évoque la légèreté, alors que le marbre, c'est quand même un matériau qui demande un petit peu d'effort pour être déplacé. Oui, parce qu'on retrouve le marbre dans des plans de travail de cuisine, Oui. dans les sépultures également. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres objets qui sont fabriqués? Oui, là sur le salon, on présente un pendule, par exemple, un pendule oscillant, une fontaine oscillante, avec un jeu d'eau et puis le jeu d'une bille qui circule. On présente aussi quelques sculptures, quelques luminaires, des sellettes de tout style, des styles contemporains, des styles... il y en a même une de style Louis XV, réaménagée contemporain, des choses qui... On essaye toujours de présenter des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, 2 ans d'absence pour ce salon. C'était important de reprendre cette année. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon cette année? 2 ans d'absence, ça veut dire que on a rongé notre frein pendant 2 ans et qu'on est encore plus près que d'habitude pour ce salon. Il était temps qu'on réorganise ce salon-là en particulier, mais les artisans d'art, les métiers d'art attendaient avec impatience qu'ils puissent à nouveau montrer leurs objets, parce que les objets d'art façonnés par ces artisans, eh bien, il faut les voir. On peut les montrer sur Internet, mais les voir directement, sans écran interposé, c'est quand même le must. Alors, on va retrouver tout de suite un petit historique du Salon des métiers d'art. Vous, monsieur Van der Manière, on vous retrouve sur quel stand sur ce salon? Sur le stand 41. Alors, sur le stand 41, au deuxième étage. Ah oui. Alors, on vous avec donne... les entreprises du patrimoine vivant. Alors, rendez-vous sur le stand de monsieur Van der Manière et sur tous les autres stands. En attendant, on regarde le petit historique du Salon des métiers d'art. Merci. Si. Un retour attendu cette année pour la 6e édition du Salon international des métiers d'art. Annulé l'an dernier en raison du contexte sanitaire, le salon revient traditionnellement en ce début novembre au Stade Bollaert de Lellis. 3 jours où savoir-faire rime avec le faire savoir. En effet, plus de 160 exposants représentant 53 métiers exposent leurs réalisations et créations sur 5000 m². Un artisanat haut de gamme mais accessible à tous, une palette assez complète de l'artisanat des Hauts-de-France où le public peut venir rencontrer ses magiciens du verre, mages du métal et autres sorciers de la céramique. Comme chaque année, une thématique est mise à l'honneur et pour cette édition du CIMA, le design. Une trentaine de designers et créateurs sont par ailleurs présents pour faire découvrir leurs œuvres dédiées au thème en partenariat avec Lille Design. Un salon bien installé dans le calendrier de l'agglomération de Lens-Liévin, un label de qualité qui promeut l'identité artisanale régionale et avec l'arrivée prochaine des fêtes de fin d'année, c'est aussi l'occasion d'offrir une grande vitrine d'objets uniques à déposer au pied du sapin. De belles images, car de belles œuvres, comme toujours sur ce salon. Je reçois à présent monsieur Patrice Bricou, qui fait de la restauration de meubles et d'objets d'art. Pouvez-vous nous parler un peu de ce métier? Oui, donc je suis ébéniste restaurateur depuis une vingtaine d'années et je fais de la restauration de meubles et d'objets d'art. Donc on restaure des très beaux objets, anciens, nouveaux, un peu récents, de toutes les années, on va dire du Moyen-Âge à maintenant quasiment. Alors, quel type d'objets vous restaurez? Donc on restaure des choses qui peuvent être utiles, comme des chaises, des tables, des armoires, des bureaux, tout type d'objets. On fait beaucoup d'objets en marqueterie,
Donc ce qu'on appelle marqueterie de bois, marqueterie d'écailles de tortue, de laiton, d'ivoire. On utilise beaucoup de matière dans un meuble. Et ce sont des meubles qu'on vous apporte ou que vous chinez et vous les restaurez C'est des meubles qu'on nous ramène soit à l'atelier ou soit on va les chercher chez le client. On travaille aussi beaucoup pour le Mobilier National à Paris et certains musées de France. Donc on a des demandes assez importantes sur des restaurations. Sur des vieux meubles Sur des vieux meubles. Louis XV, Louis XVI, voilà, des choses comme ça. Louis XV, Louis XVI, où on travaille aussi beaucoup sur les meubles des années 50 en ce moment, puisque c'est une période qui est assez demandée. Par exemple, pour des expositions qui vont avoir lieu à Paris, on travaille sur des grands meubles qui ont été réalisés par certains designers dans les années 50-60. Et on va restaurer ce genre de mobilier pour ces expos qui vont se faire sur Paris. Voilà. Quelle est la plus belle pièce que vous ayez restaurée ? Les plus belles pièces qu'on a restaurées sont des bureaux qui ont pu appartenir. Par exemple, on a restauré un bureau Louis XV qui a appartenu au petit-fils de Louis XV. Où on a retrouvé, en fait, par exemple, on a retrouvé les origines du meuble. Donc, on a pu le dater. Donc, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a un côté un petit peu historique dans notre métier qui fait, voilà. Alors, on peut vous retrouver sur ce salon, sur quel stand ? Sur le stand numéro 36, au 2e étage. Et sinon, on vous retrouve sur Internet Oui, nous avons un site Internet, donc Atelier Patrice Bricot. Et là, vous nous trouvez sans problème. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout. Alors, un beau métier comme le vôtre, qui en cache un autre. On va retrouver tout de suite Leïla, qui est une brodeuse. Que nous avons été rencontrés dans son atelier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je m'appelle Leïla, je suis brodeuse d'art depuis une trentaine d'années. Mon métier consiste avant tout à orner les robes de paillettes, de perles, de matières très nobles. Donc nous, les brodeuses, dans les ateliers parisiens, on a des commandes par des gros clients dans des maisons de luxe sur Paris, comme Chanel, Dior, Louis Vuitton. Donc toutes les robes que vous pouvez voir défiler sur les podiums, ce sont les petites mains, on nous appelle les petites mains. Donc on va broder sur ces robes-là, tout ce qui brille, les paillettes, les perles, c'est toutes ces petites mains qui viennent travailler durant des heures et des jours. Il y a une époque aussi des nuits, plus maintenant, mais bon, on a vécu des nuits aussi pour finir les modèles en temps et en heure, pour qu'ils puissent défiler dans les dates fixes par les clients. On utilise cet outil qu'on appelle le crochet de Lunéville. Quand on s'approche et qu'on regarde bien, ça a une forme d'hameçon qui va pêcher le fil et prendre les perles et les paillettes, les tubes. Donc une brodeuse travaille sur l'envers. Tout ce qui est pose de paillettes, pose de perles, tout se fait à l'aveugle, en quelque sorte. Donc quand le tissu est transparent, c'est agréable puisqu'on voit le geste de nos mains distribuer les matières. Quand c'est un tissu opaque, c'est là où on dit la brodeuse, elle travaille mais comme une aveugle en fait, comment elle peut deviner. Donc là, c'est l'expérience qui vient aboutir cette technique-là. Parce qu'on caresse souvent la broderie sur l'envers. Et puis on sent, quand il y a une perle ou un tube de cassé, on va le ressentir. Donc forcément, on retourne le métier. Et là, malheureusement, mais il y a toujours une solution pour éviter de refaire toute la ligne ou le craquelé. On casse le tube avec une pince et on revient soit à l'aiguille ou on replace la matière manquante qu'on a dû retirer par son défaut. La broderie, pour moi, c'est un moment de détente, d'évasion. On fait le vide, en fait. Avec la ville de Lens, l'agglo Lens-Liévin et d'autres partenaires, la région est partenaire de ce salon. Madame Finet, bonjour. Bonjour, ravie d'être avec vous sur ce joli salon. Moi aussi, je suis très ravie de vous avoir avec nous. Alors, quel est le rôle de la région sur ce salon ?
Alors nous sommes le premier partenaire financeur du CIMA depuis sa création. Nous apportons pratiquement 46% en fait des besoins financiers pour organiser ce bel événement. Ça représente un peu plus de 143 000 euros. Alors, on parlait des artisans sur le territoire de l'agglo, mais comment la région s'organise pour soutenir tous ces artisans qu'il y a également sur notre région? Alors ici, on est dans ce salon principalement avec des artisans d'exception. L'artisanat, ça n'est pas que ça. L'artisanat, c'est aussi le boucher, le garagiste, le boulanger, c'est chez lequel nous nous rendons régulièrement. La région a beaucoup soutenu les artisans, surtout pendant la pandémie. Nous avons souhaité vraiment leur donner la possibilité de se digitaliser avec un accompagnement financier à la création du numérique. On a beaucoup utilisé le click and collect. Voilà, tous les artisans ou presque s'y sont mis pendant la pandémie. L'artisanat, c'est aussi une politique d'apprentissage que la région, bien entendu, soutient puisque ça représente 80 000 entreprises et presque 230 000 emplois. Soutien apprentissage, soutien dans les lycées également. Quel métier on peut retrouver un peu dans tous nos lycées de la région? Alors, on a beaucoup de lycées qui sont orientés sur la verrerie, sur la chaudronnerie. On a le lycée Caron d'Arras dont on pourrait parler. On a des lycées qui développent du design avec des filières de métiers d'excellence. Certains exposent dans le hall. J'ai vu de jolis fauteuils, notamment en arrivant, qui avaient été exposés par le lycée Caron, si je ne me trompe pas. Voilà, nous avons vraiment des lycées. Et puis, rappelons que l'apprentissage, c'est aussi une des filières où on peut démarrer avec un CAP et terminer avec un master. Avec beaucoup de persévérance et de savoir-faire, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il existe des aides spécifiques pour les artisans? Alors, j'ai déjà évoqué effectivement l'aide à la numérisation que l'on a mise en place spécifiquement pendant le Covid. On pourrait parler de Mobi, qui est une aide pour les artisans qui bougent, surtout sur les territoires ruraux. Mais ça s'est pas mal développé aussi, même sur notre agglomération qui n'est pas vraiment spécifiquement rurale. Voilà, l'achat des véhicules est cofinancé par la région. Les équipements de fours, les équipements de matériel, de chambres froides itinérantes. Un deuxième dispositif a accompagné les artisans pour la rénovation, et beaucoup en ont profité. Malheureusement, ils étaient fermés pour certains, ceux qui n'ont pas été considérés comme malheureusement essentiels. Et donc, ils ont pu bénéficier d'un soutien financier à la rénovation de leurs équipements et de leurs magasins. Alors, où peut-on se renseigner pour avoir toutes ces aides et pour obtenir des financements ou autres? Alors, toutes ces aides sont disponibles sur le site de la région, aide en ligne hautefrance.fr. Vous pouvez également appeler le numéro vert qui est générique et qui sert un peu pour toutes les passerelles d'entrée, 0800 60 02 80. Bon, ça va, vous retenez bien les numéros de téléphone. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je vois que vous avez un peu de bijoux, peut-être des bijoux en or ou dorés à l'or. Certains. Elle fait de son art l'accompagnement de nombreuses pièces. Elle fait de la dorure à la feuille d'or. On part chez Marie, du côté d'Arras, pour vous faire découvrir son beau métier. Je travaille la dorure, mais de façon un peu plus contemporaine. L'idée, c'est de porter la petite touche dorée de l'or et précieuse, mais en sortant du cadre habituel de la dorure sur moulure, sur cadre, sur tableau, et en l'intégrant dans un intérieur contemporain, sur du papier peint, sur les murs, sur de l'enduit. Il n'y a pas trop de limite à la feuille d'or, en fait. On peut le mettre un peu partout. C'est un petit carré de 8 cm par 8 cm. Très très fin, ça fait 4 microns d'épaisseur. En fait, c'est l'or en lingots qui est battu par un batteur d'or jusqu'à ce qu'il arrive à une très fine épaisseur. Et à la base, ils ont créé la feuille d'or pour faire croire que c'était un objet doré. Donc ça épousait vraiment la forme de l'objet, du bois, et ça avait vraiment le côté doré de la feuille de métal. Et donc la feuille d'or, elle se présente sous cette forme-là. Donc voilà, on ne met jamais les doigts dessus, sinon on n'a plus rien, on n'a que des miettes. Ensuite, je viens couper ma feuille.
et on va travailler avec des petits morceaux. Donc là, par exemple, je vais dorer un lotus, parce que j'aime beaucoup intégrer la feuille d'or sur les végétaux. Ça met bien en évidence toutes les aspérités de la nature, tous les nervures, Donc là, je le prends. Vous avez vu, ça s'envole super facilement. Du coup, c'est très volatile et c'est très très fragile. Donc on le touche avec le doigt, ça tombe en poussière. Donc quand on travaille la dorure, on oublie ses doigts et on oublie de respirer parce que sinon ça s'envole. Alors je ne mets pas plusieurs couches, mais je superpose toujours les feuilles pour qu'il y en ait vraiment partout. Et après, de toute façon, ça ne se superpose pas. Donc en époussetant, il va rester qu'une fine couche. Il y a 2 techniques en dorure. La dorure plus traditionnelle, on va dire, sur des cadres, sur du bois, c'est une dorure à la détrempe, où on réveille la colle avec de l'eau et ensuite on vient poser notre feuille d'or. Et là, c'est une dorure à la miction, c'est-à-dire que la miction, c'est une sorte de colle transparente. Il y a un temps de séchage à respecter et après, elle peut recevoir la feuille d'or. On dit que la miction est prête à recevoir la feuille d'or quand elle est amoureuse. Ça veut dire quand elle est juste un petit peu, pas complètement sèche, mais pas non plus complètement poisseuse. Et là, elle est amoureuse, elle reçoit la feuille d'or et voilà, et c'est fini. Et après, il faut attendre que ça sèche. Sur la feuille d'or, on ne rajoute rien. Pas besoin de mettre un vernis, rien du tout, elle tient toute seule. Merci à nos journalistes et merci à Marie que l'on peut retrouver également sur ce salon. Alors, ils ne sont pas allés chez elle, mais nous la recevons sur le plateau. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, vous êtes céramiste. Oui. Pouvez-vous un peu nous parler de votre métier ? Alors, je travaille la céramique depuis pas mal d'années, mais surtout depuis 7 ans, où j'ai créé mon entreprise et je fabrique des pièces utilitaires, comme vous pouvez avoir ici, et des pièces plus artistiques comme celle-ci. Alors, en quel matériau c'est fabriqué ? C'est en porcelaine. En porcelaine. Et vous travaillez la porcelaine combien de temps pour obtenir une pièce comme celle-ci ? Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ça se fait dans beaucoup d'étapes. J'ai déjà en fait la création de tous ces éléments-là, en fait, un par un, que je vais tremper dans de la porcelaine, ces petits morceaux de bois. Je les fais sécher. Il y a plusieurs étapes de séchage. Et puis après, je fabrique la pièce et je viens les agglomérer dessus, puis une première cuisson, et puis enfin l'émaillage et une deuxième cuisson. Donc en fait, c'est vraiment très difficile de vous donner un temps parce que c'est de longue haleine et en plusieurs étapes. Oui, puis chaque pièce est unique, je suppose. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, vous utilisez aussi des couleurs ou des peintures spécifiques ? Oui. Alors ça, c'est des émaux que je crée à partir de matières premières et d'oxyde. Alors, d'où vous est venue cette envie de faire céramiste ? J'ai toujours eu envie de travailler de mes mains. J'ai été styliste pendant 15 ans pour des entreprises textiles de la région du Nord et de Paris. Et puis, l'appel, en fait, de travailler sur des choses plus artisanales, en fait, a toujours été présent, mais a été plus fort, en fait, il y a à peu près 7 ans, où j'ai créé mon entreprise. Alors, c'est important de se trouver sur un salon comme celui du CIMA ? Tout à fait, parce que déjà pour le partage avec les autres exposants, et puis pour montrer aussi ce qu'on fait au public, et puis avoir leur retour, discuter avec eux de différentes techniques, c'est toujours assez enrichissant. Alors, sur le salon, on vous retrouve sur quel stand ? Là, vous me posez une colle, je ne sais plus. Enfin, on retrouve Caroline sur le salon, en tout cas sur un des stands. Il faudra un peu visiter le premier, deuxième, troisième étage. De toute façon, c'est fait pour ça. Alors, elle est au deuxième étage. Et en dehors du salon, on peut vous retrouver où ? Alors, sur mon site internet, donc carolineprévost.fr. Je suis aussi jusqu'à la fin de l'année au Grand Bassin à Roubaix. J'ai mon atelier aux ateliers Jouret à Roubaix. Je vais bientôt déménager, je pense plutôt début de l'année prochaine. Et puis, je suis également dans une boutique à Tournai et dans d'autres endroits, mais
la liste est un petit peu longue, donc tout est marqué sur le site en fait. Alors, je vais vous le dire, on m'a dit dans l'oreillette, c'est le stand 63. Ah d'accord. Pour vous, au 2e étage. Alors merci Caroline. Alors je ne sais pas si certains de vos objets ont déjà été exposés sur Lille. En tout cas, ils sont présents sur ce salon. Les équipes de Lille Design qui accompagnent ce salon sur le thème du design et que nous avons rencontrés en mairie de Lille et sur le lieu de l'association. Un reportage de Camille Tambré. Design. Nous sommes une structure qui se veut la structure de référence vers laquelle se tourner quand on parle de design dans la région des Hauts-de-France. On est l'interlocuteur privilégié depuis 10 ans, en fait cette année nos 10 ans d'existence, et nous sommes soutenus par des collectivités comme la métropole européenne de Lille ainsi que la région Hauts-de-France pour justement accompagner toute forme d'innovation où les designers ont un rôle à jouer. Et nous allons pouvoir les aider à développer leurs projets et à rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir intervenir sur des projets qui peuvent être dans des domaines très variés. Alors Dépliage est une des différentes expositions qu'on a eu l'occasion de monter. Cette exposition est particulière parce que c'est la 2e édition d'un concept qui existe, qui a été créé par la Cité du Design, un homologue à nous en région stéphanoise, une exposition qui nous avait bien plu et qu'on a voulu décliner pour les Hauts-de-France. Donc on a retenu le principe de déplier des objets, d'expliquer finalement comment ces projets innovants ont été conçus avec des designers. Donc on déplie les phases de conception et de développement de ces projets. On découvre finalement la face cachée du travail d'un designer en lien avec l'entreprise et ses contraintes techniques. Et donc on expose de façon très accessible, très didactique pour le plus grand nombre, finalement différentes formes d'innovation dans différents secteurs. Et donc on a ainsi des projets qui sont des projets de start-up, de petites entreprises, de PME, mais aussi de grands groupes, mais qui ont tous des produits récents qui viennent d'arriver sur le marché, qui commencent à être vendus, voire même des projets nouveaux qui ne sont pas encore commercialisés. Donc on va pouvoir découvrir des nouveaux produits qui ne sont pas encore connus du grand public, comme par exemple une nouvelle chaussure de foot du groupe Decathlon, avec la marque Keepstar qui fabrique ses chaussures et qui innove avec une nouvelle chaussure qui va arriver sur le marché très bientôt et dont on va pouvoir avoir des stades de mise au point sous forme de maquettes et de prototypes pour comprendre finalement comment cette innovation elle a pu être développée avec un designer. Donc là on est dans le champ grand public, très industriel, très grande distribution, et on a aussi des projets beaucoup plus modestes comme ce projet qu'on expose également dans le cadre du CIMA, qui est un bout de canapé en céramique, donc qui est un mobilier d'intérieur décoratif essentiellement, mais qui revisite un savoir-faire historique de la céramique en Hauts-de-France, d'une entreprise qui s'appelle France Design Céramique, qui a souhaité faire appel à des designers pour justement revisiter son savoir-faire. Donc comme ça, on va pouvoir introduire de la céramique dans un univers qui n'est pas le secteur traditionnel de l'entreprise, qui est plutôt l'univers de la salle de bain, des lavabos, ou des toilettes, ou des baignoires. Et donc, finalement, on va permettre à cette entreprise, qui a fait appel aux designers dans le cadre d'un concours international, d'arriver à développer un nouveau projet dans un autre secteur de l'habitat, en revalorisant son savoir-faire, en faisant connaître une nouvelle facette de son savoir-faire, de son histoire, ce qui permet à cette entreprise de trouver des nouveaux clients, des nouveaux usages, et de développer une nouvelle image qui remet au goût du jour, on va dire, un matériau qui peut paraître un petit peu ancien, un peu historique au départ. Vous pouvez retrouver ces quelques œuvres dans les livres au musée du Louvre-Lens, je pense, Louvre Design par exemple, Passé, présent, mémoire industrielle ou Design Please Do So, je crois, si je parle bien anglais. Voilà, vous pouvez retrouver ces livres un peu partout dans les bonnes librairies. Alors, il nous a rejoint et pourtant, il est très occupé en ce moment parce que dans quelques semaines, on va retrouver nos fêtes de Sainte-Barbe qui sont très importantes sur le territoire. Monsieur Philippe Duquesnoy, 8e vice-président chargé de l'économie touristique à l'Aglo-Lanciévin. Monsieur Duquesnoy, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, quelle est l'importance d'un salon comme celui-ci pour le tourisme sur la Gueulens-Liévin? Oh, très important, hein. Un salon contribue bien entendu à la notoriété de notre agglomération, mais ça conforte aussi son positionnement autour de la valorisation patrimoniale et culturelle, j'insiste. Il fait venir des artisans de toute la France. Alors, le territoire est riche en matière d'art et de patrimoine, pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr, hein, notre territoire, c'est en réalité un livre ouvert. Un livre ouvert à ciel ouvert, mais à toute l'histoire. L'histoire de la Grande Guerre. L'histoire aussi des mines, de tout ce régime minier. Il y a des traces partout sur notre territoire. Encore faut-il s'appuyer dessus. Eh bien, on est très attaché, et cela depuis plus de 10 ans, à justement ces traces, les mettre en valeur. Alors, le musée du Louvre-Lens et l'art sont aujourd'hui très présents sur le territoire. Une bonne visibilité justement pour nos artistes et nos artisans. Est-ce qu'on développe ce tourisme de plus en plus sur le territoire? Bien sûr qu'on développe le tourisme. Depuis plus de 10 ans, vous savez que le Louvre-Lens est installé depuis plus de 10 ans sur notre territoire, sur cette friche industrielle. Mais aussi, il y a cette reconnaissance de l'UNESCO sur tout ce bassin minier. Et donc, bien entendu, on s'appuie là pour montrer tout ce qui existait avant. Parce que nous n'avons pas attendu ces événements. Ce territoire est riche en culture. Oui, et on sent vraiment avec l'arrivée du Louvre-Lens une magnificence de tout notre patrimoine, en fait, qui n'était pas avant aussi mis en avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous étions conscients que nous avions des choses. Nous les mettions en valeur, d'ailleurs toutes les communes le mettent en valeur. Je veux parler de la petite commune dont je fais partie avec ses 2 petits musées. Mais il fallait avoir ce dynamisme qu'a pu avoir le Louvre-Lens en s'installant avec ses différents directeurs pour révéler cette richesse, toute cette richesse. Alors, je vais dire ici, on passe du ballon au salon puisqu'on est au Stade Bollaert. Ce stade a-t-il vocation à continuer ce genre d'événement d'ailleurs? Bien sûr. Vous savez, le stade de Lens est connu dans toute la France. On connaît ce stade, pas seulement pour ses performances, mais on le connaît aussi pour sa population, ses supporters. Et bien entendu, nous travaillons, et l'Office de tourisme travaille d'ailleurs avec le stade en créant des événements. Je vous parle des Escape Games, par exemple, qui ont un énorme succès. Et c'est en partenariat, bien entendu, avec ce stade mythique. J'insiste sur le fait mythique. Et puis, il y a des visites aussi du Stade Bollaert. Bien sûr qu'il y a des visites qui sont organisées tout à fait régulièrement. Alors, je parlais en début d'interview de la Sainte-Barbe qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu pour inviter nos téléspectateurs à y aller? Parce que c'est dans quelques semaines, là, dans quelques jours. On est à l'aube de cette Sainte-Barbe de cette année. Hein. Et bien entendu, cette Sainte-Barbe, elle est fêtée quasiment dans toutes les villes du bassin minier. Et puis, on a eu cette idée, au niveau de l'Office de tourisme, de la rendre véritablement nationale. Je dis bien nationale, parce que nous avons des touristes nationaux, mais aussi internationaux, qui viennent pour cet événement. Alors, l'agglomération Lens-Liévin a créé cet événement sur Lens, Liévin et Los-en-Gohelle, mais il ne faut pas croire que ça se limite à ça. Les étincelles pour préparer cette fête de la Sainte-Barbe, cette fête du feu aussi, eh bien, elles se répercutent dans toutes les communes qui faisaient cette Sainte-Barbe avant et qui le mettent aujourd'hui en avant. Ils le mettent en avant. Il y a, je crois, 11 communes sur les 36 de notre agglomération qui, aujourd'hui, font partie, une semaine avant ou un peu après cette fête de la Sainte-Barbe. C'est un grand événement. Et je crois d'ailleurs que l'année prochaine, il faudra que nous soyons très inventifs, mais très participatifs pour que nous puissions fêter non seulement cette Sainte-Barbe, mais associer cette Sainte-Barbe aux ces 10 ans du Louvre-Lens et ces 10 ans du classement à l'UNESCO de notre beau territoire. Ouais, donc déjà, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour célébrer les 10 ans. Absolument. Mais cette année, il faut être présent. Oui, bien sûr. Alors, d'autres événements dans d'autres communes qui vont arriver bientôt? Oui, je pense, bien sûr. Saint-Nicolas, par exemple. Il y a Saint-Nicolas. Qui reprend après cette crise. Voilà, je veux parler de Saint-Nicolas. Ça se passe plutôt sur Arnes, si vous voulez. D'autres font leur marché de Noël, de Saint-Nicolas, le marché de Sainte-Barbe, voyez-vous. Donc, tous ces événements sont sur notre territoire et dans les différentes villes. Toutes nos communes reprennent un peu les marchés de Noël traditionnels. Bien sûr, cela revient. Enfin, on l'a attendu depuis maintenant,
on va dire, près de 2 ans quand même. Mais aujourd'hui, nous sommes bien en forme pour que ces événements aient toute la place qu'ils méritent. J'ai d'ailleurs hier remarqué que pour les défilés du 11 novembre, par exemple, dans toutes les communes, un monde grandissant. Je pense que tout le monde a besoin de ressortir et de reprendre du lien social aussi. Oui, la descente au flambeau à 17h hier de Notre-Dame de Lorette jusqu'à notre musée de 14-18, une population que nous n'attendions pas, avec beaucoup d'enfants aussi. Et ça, c'est toute cette reconnaissance que nous pouvons avoir pour ces commémorations de nos enfants, par nos enfants. Alors, où peut-on retrouver la liste des événements et des visites de la Lens-Liévin? Sur le site, bien entendu, de Lens-Liévin Tourisme. Alors, www.lens-liévin.fr. Si je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, vous allez le retrouver, j'en suis persuadé. Oui, je pense. On tape Lens-Liévin Tourisme sur Internet. Vous trouvez très facilement. Retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Diquet, d'avoir été avec nous. Alors, vous avez peut-être des cadeaux à faire pour Noël. Il est temps de faire votre petit shopping et vous avez le choix sur le salon. On part tout de suite découvrir le travail de Floriane Leblond que vous pouvez retrouver également sur ce salon. Merci à vous. Donc, je m'appelle Floriane, je suis créatrice de bijoux pour ma marque Empreinte d'Apesanteur et je crée des bijoux en résine et en cuivre avec un style plutôt minimaliste et contemporain. Je fais vraiment tout type de bijoux, c'est-à-dire que ça va du collier, qui est ma pièce la plus identitaire, aux boucles d'oreilles, bagues, bracelets et prochainement des broches. Moi, je travaille vraiment avec des matériaux bruts, c'est-à-dire que donc, le cuivre, c'est un métal qui n'est pas un métal précieux. Donc moi, c'est principalement ce qui m'anime, c'est-à-dire que je détourne un matériau brut qu'on peut utiliser même en plomberie. Et la résine, c'est la résine polyuréthane ou de la résine époxy. Et donc en fait, ce sont des résines liquides. Donc je travaille avec des bouteilles, je fais des petits mélanges qui sont entre la chimie et la cuisine. Je crée mes couleurs, je crée mes inclusions dans la résine. Et en fait, tout ça mis bout à bout, petit à petit arrive au bijou. Tout commence vraiment sur ce poste-là, où là, c'est la création de la matière brute, donc, comme on disait, où je vais travailler vraiment la couleur et donner corps à cette matière liquide. Je crée des petits tableaux, en quelque sorte, où je viens inclure de la résine dans la résine, en fait. Du coup, je crée mes petites couleurs. Donc en fait, ça va assez vite parce que les deux composants réagissent en quelques minutes seulement. Donc au niveau de la coloration, donc là, la résine est pure, elle est blanche. Mais quand je viens la colorer, donc c'est vraiment à ce stade que je peux inclure des pigments pour la colorer. Et très rapidement, en fait, elle va commencer à agir, à prendre. Et donc c'est là qu'il faut rapidement venir l'inclure pour rester sur une matière liquide, donc il faut aller assez vite. Hop. Moi je suis coloriste de métier et en fait une couleur, on a beau essayer de la reproduire, même si on a un œil très affiné, il y aura toujours une petite subtilité, ce qu'on appelle une nuance de bain aussi en peinture. Et donc en fait ça fait la magie de ces petites esquisses, c'est que non seulement elles sont forcément uniques puisqu'elles sont travaillées à la main, mais elles le sont d'autant plus que chaque éclat de couleur va venir illuminer la pièce différemment. Ensuite, donc c'est l'étape du ponçage où on dégrossit, on polit, on affine, on vient vraiment lisser, homogénéiser la forme. Le perçage pour tout ce qui est collier par exemple. Et ensuite, on retourne à l'autre bout de l'atelier qui est la partie propre pour tout ce qui va être verni sur les métaux, donc pour limiter l'oxydation. Et montage sur les chaînes, montage également des bracelets. Je travaille par collection, après j'ai pas un rythme saisonnier, c'est-à-dire c'est vraiment quand les envies me viennent, donc c'est pas forcément 2 fois par an. Voilà, je les distribue à la fois en boutique ou sur les événements, mais aussi sur mon site propre sur Internet. On ne peut pas parler d'artisanat sans parler de notre musée du Louvre-Lens, dont aujourd'hui tout le monde est fier. Monsieur Norbert Crozier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Autour du Louvre-Lens.
Alors non, je dirige la mission Hall autour du Louvre-Lens, qui est une mission d'ingénierie touristique de Pas-de-Calais Tourisme. Alors pouvez-vous nous rappeler un peu en quoi consistent les compétences autour du Louvre-Lens ? Alors c'est une mission qui s'est installée un peu avant l'arrivée du musée du Louvre et de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Donc l'objectif pour nous, c'était d'accompagner toute la filière touristique à se qualifier au niveau national et international, donc accompagner les porteurs de projets privés ou publics pour répondre aux nouveaux besoins des clientèles, des nouvelles clientèles qui arrivaient au musée du Louvre-Lens, mais seul le Louvre-Lens ne fait pas une destination touristique, même s'il nous met sur une carte du monde et nous rend attractifs, mais c'était d'associer tous les acteurs et toutes les offres pour qu'on puisse créer du court séjour culturel, du court séjour événementiel sur l'ensemble du bassin minier, puisque si vous associez toutes les offres et toutes les thématiques, on a largement de quoi faire et satisfaire de nombreuses clientèles, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Et puis forcément, depuis 10 ans, ça s'est fortement développé ? Oui, parce que beaucoup d'investisseurs, déjà les particuliers ont investi beaucoup dans des Airbnb, des gîtes, des chambres d'hôtes, mais les hôteliers aussi sont venus sur le secteur lensois, mais au-delà aussi. Les restaurateurs aussi ont adapté leurs offres en fonction des clientèles. Les offices de tourisme, les collectivités ont beaucoup investi avec les offices de tourisme. Donc oui, c'est un territoire, une destination qui se qualifie, qui répond du coup à des nouvelles attentes de clientèle autour du tourisme culturel et autour du tourisme événementiel. Alors, pourquoi être partenaire de ce salon ? Alors c'est vrai que dans nos missions, on avait aussi l'objectif de travailler la fonction shopping et comment, à travers l'objet ou le produit, on peut valoriser un territoire, lui donner une touche de modernité tout en respectant ses valeurs, ses traditions et son histoire. Donc on a déployé une marque Hall avec des artisans et qui aujourd'hui est en collaboration avec beaucoup de designers, parce que l'idée c'était aussi de réinventer à la fois le territoire, mais là à travers le prisme de l'objet. Donc on a développé une gamme d'objets Hall qui revisite par exemple la lampe de mineur, qui travaille sur des bougies aux senteurs des terris, qui travaille le noir comme le noir charbon dans différentes de gammes, qui travaille aussi la dentelle et évidemment le lin des Hauts-de-France. Donc à travers l'objet, comment on va communiquer et vendre la destination touristique et les offres touristiques. Donc c'est pour ça que design et artisanat sont un sujet à partir duquel nous travaillons depuis de nombreuses années. Donc il était tout à fait naturel d'être présent sur ce salon. Oui, donc vous êtes présent, vous êtes à quel niveau ? Premier niveau, stand numéro 10. Et donc on peut retrouver ces petits objets dont vous nous parliez, les lampes de mineur, etc. Voilà, bougies, savons, bracelets en dentelle. Donc tout se retrouve, toute notre gamme d'objets présente ici et aussi vendue dans l'ensemble des offices du tourisme de la destination autour du Louvre-Lens. C'est ce que j'allais vous demander, donc, où peut-on retrouver tous ces articles ? Alors en toute proximité à l'office du tourisme de Lens-les-Vins, au centre-ville de Lens, mais aussi à l'office du tourisme de Douai, à l'office du tourisme de Béthune. Vous pouvez le trouver aussi à la boutique du musée du Louvre-Lens. Et voilà, dans différents... Et sur Internet aussi, je suppose ? Et sur Internet aussi, oui. Il y a un site Internet, il y a une page Facebook ? Alors, on a un site Internet et prochainement un site e-commerce, donc www.autourdulouvre-lens.fr, qui présente la destination et les offres. Et vous aurez aussi toute la gamme d'objets, la panoplie des objets qui font référence à cette destination. Ce salon est un véritable outil, un atout pour les artisans et pour le tourisme en général ici sur le territoire ? Oui, tout à fait. Alors, Philippe Duquesnoy avant évoqué l'attractivité par l'événementiel à travers la Sainte-Barbe. Donc c'est vrai qu'on mise beaucoup avec les acteurs du tourisme à rendre ce territoire plus attractif via l'événementiel, et des salons comme le Salon international des métiers d'art fait partie d'une stratégie d'attractivité par l'événementiel, au même titre que la Sainte-Barbe ou d'autres événements sportifs qu'on peut avoir sur ce territoire. Alors, on est en direct sur les réseaux sociaux là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez indiquer par exemple à un touriste qui serait, je ne sais pas, en Belgique ou ailleurs, comment il s'organise pour venir ce week-end au salon ? Je crois qu'il faut passer par l'Office du tourisme de Lens-les-Vins, qui est au cœur du coup, le pilote et l'animateur des offres touristiques. Donc sur Lens-les-Vins Tourisme, vous avez tout ce qu'il faut pour s'organiser. Sinon, sur Pas-de-Calais Tourisme, vous retrouvez aussi toutes les informations. Merci beaucoup pour ces invitations au voyage. Partons maintenant chez Lydia avec Christophe qui n'a pas eu le choix que de s'asseoir chez cette sympathique dame. J'ai choisi ce métier en deuxième temps puisqu'il s'agit d'une reconversion. Je passais un CAP de tapissier-garnisseur au lycée des métiers d'art de Saint-Quentin. Il y a eu la transmission donc de la maison d'Elleville
Et puis, ça va faire pour moi 12 ans que je suis aux commandes. On peut faire juste du nettoyage de tissu. Hein. On peut travailler sur des sièges anciens. Les gens souhaitent le garder. Ce sont des sièges décoratifs. Et, par contre, le tissu est taché, abîmé, un peu, les teintes sont un peu passées. Donc, on va faire un nettoyage du tissu et un nettoyage de la boiserie en faisant attention de garder pour la partie boiserie les patines d'origine. Ou alors, les gens peuvent nous ramener des pièces, hein, des fauteuils, le fauteuil complètement démantibulé, on en a, c'est assez régulier. Et là, on refait tout, quoi. Ça commence par le dégarnissage, un puzzle aussi, retrouver les pièces. Et puis, on va partir sur la petite ébénisterie, les assemblages, et puis la garniture tradie jusque la couverture. L'action que je suis en train de faire, à réaliser, c'est la pose du tissu de dos avec une finition en point caché. C'est-à-dire qu'on vient coudre le dos extérieur sur le tissu du dos intérieur qui est en retour. On a eu la chance d'avoir à travailler ce magnifique tissu. Qui est un tissu Christian Lacroix, un tissu un peu féminin avec beaucoup de caractère. On a refait une patine noire used sur la boiserie. À l'origine, le métier de tapissier est multiple. Donc il y a le tapissier bourrelier, tapissier garnisseur, tapissier villier, tapissier en décor. Il y a beaucoup de femmes qui exercent ce métier. Un métier inscrit dans les métiers d'art, un métier historique, bien sûr. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs en or. Aujourd'hui, il y a Laurie et Émilie qui sont présentes. Christophe et Béatrice qui habituellement sont présents. Aujourd'hui, c'est la journée off. Ça va faire 14 ans que je fais ce métier. Si on n'a pas de patience, c'est pas la peine. Parce que c'est pas nous qui décidons, mais bien le siège, le tissu, les matières avec lesquelles on travaille. Donc voilà, patience, rigueur, l'envie de bien faire. Et le dernier ? Le dernier, la passion. La passion, toujours la passion. Avoir envie de faire... Enfin, c'est pas avoir envie, c'est réaliser le rêve du patient. Du patient. Le patient, c'est mon siège. Du client. Merci Lydia Vampen que vous retrouvez évidemment sur ce salon, tout comme Thomas et Emma. Bonjour Thomas, bonjour Emma. Bonjour. Alors vous êtes maître verrier et vitrailliste. C'est ça. Alors pouvez-vous un peu nous parler de vos métiers ? Maître verrier, c'est quoi ? Alors maître verrier, c'est un titre pour définir un peu ceux qui ont un certain nombre d'années dans le métier du verre. Et nous, on est spécialisés dans le vitrail. Alors, vitrailliste, du coup, vous travaillez les vitraux. C'est ça. Ça consiste à couper du verre et le sertir dans du plomb. Après l'avoir un peu travaillé, on le soude, contre-soude, et on l'installe dans des églises, chez des particuliers, en boîte lumineuse. Ouais. Alors, quelles pièces vous fabriquez ? On fabrique l'ensemble. On ne crée pas le verre. On l'achète en plaque, on le coupe avec une roulette. Par contre, on le travaille. On va le peindre. Là, par exemple, celui-là, il est sablé. On va jouer avec la lumière. Comment vous réussissez à avoir ce type de motif, etc. dans ce verre ? Alors, par exemple, sur le verre violet, le motif, les bulles sont déjà incrustées naturellement dans le verre. Les petites pointes de diamant qu'il y a dans le verre transparent, il arrive aussi tel quel. Là, nous, on l'a travaillé, c'est sur le roseau. On a créé le motif du roseau sur les verres. Combien de temps ça vous prend pour faire une pièce comme celle-ci, par exemple ? Alors celle-là, on a été plutôt rapide. Il fallait la finir pour le steam-up. Voilà. Il faut compter entre 1 et 2 semaines. Et il y a tout le processus de création aussi, la partie dessin, qui peut être très rapide comme très, très longue. Alors d'où vous vient cette passion pour ce métier ?
Je suppose qu'il faut être passionné pour faire ce type de métier. Oui, on n'est pas forcé à le faire. C'est ça. Voilà. Moi, c'est venu par le biais de l'art. J'ai fait pas mal mon cursus dans l'art à Saint-Luc et dans une école à Bruxelles. Et après, c'est venu par les particularités du vitrail. Donc, la lumière, la couleur. La matière. Voilà, c'est vraiment... Et vous êtes rencontrés grâce à ce métier ou vous connaissiez avant? On était voisins. Ah, vous étiez voisins. Et donc c'est son métier ou c'est vous qui l'avez attiré sur ce métier-là? Non, en fait Thomas, son atelier, il l'a depuis 13 ans et nous, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc moi, j'étais sa voisine et quand on s'est mariés, j'ai rejoint l'aventure. Mais moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du dessin et de l'aquarelle. Donc, moi, je m'occupe notamment des couleurs, en fait. C'est moi qui choisis les couleurs maintenant des verres. D'accord. Et donc, ce métier, on peut l'apprendre où? Vous m'avez dit en Belgique Alors, moi, je l'ai appris à Chartres. Donc, après mon cursus, j'ai fait encore une formation donc à Chartres, au Centre international du vitrail, pour me former techniquement dans le vitrail. Après, il y a d'autres formations. Je sais qu'il y en a... Dans le Nord, c'est au Corbusier. Voilà. Et sinon, c'est plutôt à Paris. Et à Paris, oui. Ouais. Alors, quelle est la plus belle pièce que vous ayez créée? Je pense à celle de Saint-Amand-les-Eaux. C'est la plus grande. On peut retrouver ça au palais, c'est Palais des Jours Heureux, le palais senior. C'est une pièce de 17 mètres carrés qu'on a réalisée il y a 1 an. Et donc, c'est vous qui l'avez réalisé. Alors, vous êtes sur quel stand sur ce salon et on peut vous retrouver où ailleurs que sur le salon? On est au stand 54, au 2e étage, sous le nom Vitrail Bleu numéro 7. Et sinon, on est présent à Cisoing dans notre atelier. L'atelier est ouvert aux visiteurs sur rendez-vous. Et sinon, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous donner le site internet où on peut vous retrouver? C'est Vitrail Bleu numéro 7, vitrailbleu-n7.fr. Bon, merci beaucoup de nous avoir un peu présenté votre métier. On part maintenant chez Coralie Velu, une designer mobilier que vous retrouvez également sur ce salon. Je m'appelle Coralie, j'ai 28 ans et je suis la créatrice de Pib My Souche, qui est une entreprise qui crée du mobilier intérieur à base de souches de bois. Alors par exemple, je fais des tables, des luminaires, des sculptures, des illustrations à base de souches de bois brûlées. Tout ce qui est à peu près ce qui réfère au mobilier intérieur, au design, au mobilier vraiment utile pour la maison. Le mot d'ordre de l'entreprise, c'est vraiment de récupérer le bois. C'est-à-dire que des particuliers ou des professionnels vont m'appeler et vont me dire, bon bah voilà, j'ai abattu un arbre, je vais abattre un arbre, est-ce que ça vous intéresse de récupérer la matière première? Donc au lieu de les réduire en copeaux, moi je viens récupérer, faire sécher et ensuite je viens travailler le bois brut pour avoir à la fin un objet organique et esthétique. La plupart du temps, quand le bois est coupé, il est encore frais, il est encore utilisable. Et donc je travaille aussi bien avec du noyer, de l'if, de l'érable, du marronnier, un peu tout ce qu'on me donne, quoi. Là on a passé l'étape de défonçage, donc on a vraiment la surface qui est droite, qui est parallèle. Et ensuite on va passer au ponçage qui va vraiment permettre d'avoir quelque chose de vraiment bien fini, de doux, de lisse. Et voilà, c'est la dernière étape qui est une des plus longues. Parce que c'est vraiment des heures et des heures de ponçage avec des grammages différents pour arriver à avoir une surface la plus douce et lisse possible. Et ce que j'aime bien avec le ponçage, c'est grâce à ça, petit à petit, vous passez d'une surface qui est vraiment brute comme ça, où vous voyez rien, pas de veinage ni rien, et au fur et à mesure que vous poncez, le veinage du bois ressort et c'est vraiment juste incroyable en fait. Ça va être un chouette luminaire, par exemple. Et on se dit, en fait, c'est juste un simple bout de bois, mais une fois que l'écorce sera enlevée et avec une ampoule, je pense que ça peut vraiment être... Ça, vous le voyez tout de suite? Ah oui. Ouais. Après, est-ce que c'est réalisable? Je sais pas. Mais le but, c'est d'essayer, et puis si ça fonctionne, super. Si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé, quoi. Aujourd'hui où tout va très très vite, trop vite,
Moi, j'ai le luxe de pouvoir travailler et de pouvoir vraiment déconnecter complètement de tout ça, quoi, et d'être vraiment dans mon atelier et seule et vraiment avec rien de nocif autour, quoi, mis à part la poussière. Et ça, c'est vraiment un luxe de vie que j'ai aujourd'hui, que je me bats pour avoir, ça c'est sûr, mais je suis vraiment contente et reconnaissante de pouvoir faire ce travail et de pouvoir continuer, quoi. Des artisans plus talentueux les uns que les autres, mais le talent, ça s'apprend également dans nos écoles. Et notamment, on peut préparer un diplôme qui s'appelle le CTM, le certificat technique des métiers. Et pour cela, pour nous en parler, j'accueille Lucie Rousseau. Bonjour Madame Rousseau. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de ce diplôme ? Oui, alors c'est un diplôme qui est donné par la CMA Hauts-de-France. Et que vous pouvez préparer avec nous au Louvre-Lens-Vallée. Alors, ça se passe au Louvre-Lens-Vallée, c'est sur combien de temps ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent se former à un métier d'art. On le prépare sur 2 ans. Sur 2 ans, pour quelle spécialité ? Alors, toutes les spécialités de métiers d'art sont concernées. Il y en a 281 au total. La particularité de ce diplôme, c'est que les apprenants seront formés par les artisans eux-mêmes. Alors, quel type d'artisans accompagne ce dispositif ? Je dirais des boulangers, des ferronniers, voilà. Alors oui, ce sont tous les métiers d'art qui sont référencés. Donc vous allez pouvoir vous former au métier de vitrailliste, au métier de céramiste, tous les métiers concernés par cette discipline. Alors, et c'est sous forme de contrat d'apprentissage ou... On peut faire un contrat d'apprentissage en transition professionnelle également. Les stagiaires de la formation professionnelle peuvent être concernés. Et ça concerne les personnes à partir de quel âge et jusqu'à quel âge ? Il faut en fait pouvoir, après le collège directement, vous pouvez tout de suite préparer un CTM, puisque c'est un diplôme qui équivaut à un CAP. Et puis ensuite, il n'y a pas de limite d'âge, vous pouvez passer le CTM. Est-ce qu'il amène sur d'autres diplômes ou sur d'autres écoles ? Oui, alors l'objectif ensuite, c'est de passer un BTM, donc de niveau supérieur, toujours dans la même discipline. Alors, vous avez beaucoup de candidats, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au métier de l'artisanat ? Oui, beaucoup de personnes sont intéressées justement parce que ça permet de faire des formations spécifiques sans partir forcément dans une autre région. Vous pourrez rester en Hauts-de-France. Beaucoup d'artisans le sont également, puisque cela permet de passer 80% du temps en entreprise. Alors, merci pour tous ces renseignements. Où peut-on retrouver les moyens pour s'inscrire à cette formation ? Alors, nous sommes ici au CIMA, au stand 76. Vous pouvez venir nous rencontrer directement ou vous pouvez contacter la CMA Hauts-de-France pour être dirigé vers les personnes qui peuvent vous renseigner. Il y a un site internet, il y a une page Facebook où les jeunes peuvent se renseigner ? Oui, il y a Internet, Facebook, LinkedIn. Sur Internet, vous pouvez nous trouver facilement, à la CMA. Alors, merci beaucoup, Madame Rousseau, de nous avoir renseigné sur ce diplôme. Notre invité suivant connaît bien les artisans puisqu'il est le président de la Chambre des métiers d'art des Hauts-de-France, Monsieur Gabriel Hollander, tout de suite après ça. Monsieur Hollander, bonjour. Bonjour madame. Alors bienvenue sur le plateau de Télégoël, en plein cœur du Salon international des métiers d'art, salon que vous connaissez bien puisque vous êtes le président de la Chambre des métiers qui regroupe pas seulement les métiers d'art, vous me le disiez, mais aussi tous les métiers des Hauts-de-France. Alors pouvez-vous un peu nous dire en quoi consiste ce salon ? Alors écoutez, d'abord merci pour votre invitation. Eh bien écoutez, ce salon spécifiquement donc réservé aux métiers d'art, pour nous c'est une très belle vitrine de cette filière, une filière des artisans des métiers d'art qui ne cesse de se développer, avec des entreprises qui se développent, par exemple qui exportent de plus en plus,
Et nous, Chambre de métier, nous sommes là pour accompagner cette filière et ses artisans. Est-ce que c'est spécifique à la région Hauts-de-France et au Pas-de-Calais, cette mise en avant de nos artisans ? Alors très sincèrement, nous étions un peu précurseurs, ça se développe un peu dans toute la France parce que l'excellence française, le savoir-faire français se développe partout. Mais nous, Chambre de métiers du Pas-de-Calais, Chambre des métiers Hauts-de-France, nous étions en avance et maintenant un peu tous nos collègues sur le territoire français mettent en valeur ces métiers d'art. Alors c'est aujourd'hui l'ouverture du salon, après 2 ans d'absence. C'était important de remettre en place ce beau salon ? Ah oui, très très important. Juste avant de passer ici, j'étais là-bas en face et j'étais content de voir à quel point il y avait déjà du monde en termes de grand public et le plaisir de voir aussi tous ces collégiens, tous ces lycéens et des primaires qui sont déjà là, parce que ça va leur donner une ouverture d'esprit. Et donc c'est très important, on sent que les gens ont besoin de ressortir, de participer à de belles manifestations comme ce salon. Et puis vous savez, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a rien tel que de venir sur place, de voir les produits, de voir ce que nos artisans font. Et puis surtout, il y a des démonstrations, ils travaillent devant le public. Donc c'est vraiment très important. Oui, j'allais vous demander combien d'artisans on peut retrouver sur ce salon et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'animation, par exemple ? Alors écoutez, il y a environ 130 artisans présents. Il faut savoir que nous, tous les ans, nous refusons beaucoup d'artisans qui souhaiteraient venir. Mais bon, il y a un manque de place et puis surtout, nous sommes difficiles. On veut vraiment que ce soit vraiment l'excellence. Et puis, on peut retrouver, on peut retrouver des tas de spécialités, hein, le textile, la production de bijoux. Enfin, il y a un choix considérable, de la maroquinerie, du travail sur bois. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de démonstrations. Il y a aussi, c'est important, je pense, une trentaine de centres de formation. C'est pas le tout que les jeunes et que le grand public viennent. Il faut qu'ils sachent aussi que c'est facile de se former et de trouver un chemin et un épanouissement professionnel dans ces métiers d'art. Oui, parce que ça reste quand même des métiers manuels et du coup, ça peut pousser certains jeunes qui n'aimeraient pas trop l'école, on va dire, à se diriger vers ce type de métier. Oui, alors écoutez, là, je vais élargir un peu ma réponse. Vous savez, des métiers vraiment manuels, il n'y en a plus beaucoup. Même dans les métiers de l'artisanat, bien souvent, il faut savoir réfléchir, calculer, compter, faire des plans. Il n'y a pas que le manuel. Des purs manuels, il n'y en a plus beaucoup. Et puis d'autre part, je le rappelle, nos métiers, dits encore manuels, ne sont pas réservés qu'aux gens qui n'aiment pas l'école ou qui ne travaillent pas bien à l'école. Bien au contraire. Enfin, on est en train de renverser la tendance. Nous, Chambre de métier, à travers notre centre de formation, qui est le plus important des Hauts-de-France, aujourd'hui on est à peu près pour les Hauts-de-France à 8000 apprentis, j'en profite, on est dans le Pas-de-Calais, je suis président du Pas-de-Calais pour dire que le centre de formation d'Arras, juste à côté d'ici, est le plus important des Hauts-de-France. La dame qui est intervenue juste avant moi a très bien parlé de notre CTM, qui est extrêmement rare, métier d'art et métier rare. Donc pour vous dire que tout ça c'est quand même très important, quoi. Alors je reviens au côté manuel et les enfants. Non, ça peut intéresser tous les jeunes et tout le public, parce que dans nos métiers aussi, on voit bien qu'il y a beaucoup de reconversions. Il y a des gens, ils font des études, ils choisissent une voie, puis ils se rendent compte à un certain âge que finalement ce qu'ils font ça leur plaît pas. Ils se disent, mais merde, si je veux changer, c'est maintenant. Et ils viennent vers nos métiers, vers nos formations. Oui, mais le terrain de jeu est considérable. C'est ce que j'essayais d'expliquer, que tous ces métiers avant avaient peut-être moins une belle image. Et dans ce type de salon, on peut valoriser ces métiers. Vous avez tout à fait raison. Dans ce type de salon, j'allais dire, on est ici au Stade Bollaert, une balle en or pour valoriser nos métiers, pour valoriser nos artisans, pour montrer nos vrais parcours de formation et le vrai visage de nos métiers, et notamment des métiers d'art. Alors, ce salon dure jusque dimanche soir, mais pas seulement, parce que semaine prochaine, une nouvelle formule s'est développée, je suppose à cause du Covid, un salon numérique. Tout à fait. Il y aura un salon numérique, digital. Alors je le dis, l'idéal c'est de venir sur place, de voir ce qui est fait, de voir les artisans au travail. Néanmoins, pour ceux qui ne pourraient pas venir, pour ceux qui pourraient prolonger, il y a effectivement, durant plusieurs jours, le salon sous forme numérique. Et pour des gens qui ne pourraient vraiment pas venir cette année, qui vont aller voir le numérique, croyez-moi, ça va leur donner envie de réserver les dates pour l'année prochaine et de venir l'année prochaine. Vous attendez beaucoup de monde sur ce salon ? Oui, je crois qu'en 2019, on était à environ 21 000 visiteurs. Je suis plein d'espoir qu'on ait nettement plus de visiteurs cette année. C'est un gros avantage d'être ici au cœur du Stade Bollaert ?
Oui, parce que le Stade Bollaert, moi je trouve qu'à Lens et le bassin minier c'est formidable. On a à la fois le musée du Louvre et on a le Stade Bollaert avec le meilleur public de France. Donc c'est symbolique, c'est un très bel endroit et c'est vraiment très bien. Alors, déjà au travail pour la 7e édition ? Alors on va d'abord bien transformer cette 6e et aussitôt après, on prépare la 7e pour toujours faire mieux. Un petit message pour nos téléspectateurs et pour les futurs visiteurs ? Eh bien écoutez, si vous n'avez pas prévu de venir au salon ce week-end, modifiez votre emploi du temps, venez, vous repenserez à moi, vous ne serez pas déçus, vous ne le regretterez pas. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors il sera certainement présent comme chaque année sur le salon. Nous avons avec nous monsieur Jean-Claude Janson, l'artisan le plus connu de Lens, et nous pouvions faire cette émission sans lui. Monsieur Janson sera avec nous dans un instant. Bonjour Monsieur Janson, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors que pensez-vous de ce 6e salon? Ça vous a manqué? Bonjour, oui c'est sûr qu'on s'est senti un peu seul pendant quelques années et c'est un grand plaisir de retrouver un lieu aussi artistique, prometteur, joyeux, de partage. Parce que, faut le dire, vous êtes là depuis le tout premier. Je suis là depuis le premier salon, c'est-à-dire quand on a commencé à essuyer les plâtres au stade Léo Lagrange. Et donc voilà, c'est une longue histoire, mais qui est très, très intéressante. Sans arrêt, on évolue dans la qualité, dans le choix des exposants, dans le choix aussi de l'étendue des territoires. C'est super... super intéressant et comment dire, et formateur aussi. Alors, votre métier à vous, c'est pâtis-goustier. Alors, mon métier, c'est pâtissier-chocolatier à la base, et le mot pâtis-goustier, en fin de compte, c'est une association coopérative des Hauts-de-France, qui est la plus ancienne de France, dans le domaine de la gastronomie. Et c'est quoi la différence entre pâtissier et chocolatier et pâtis-goustier? C'est la même chose? Dans pâtis-goustier, il y a pâtissier. Et goustier, c'est le goût, parce qu'il se trouve que dans nos 13 adhérents, puisqu'on est toujours 13 adhérents depuis le début de cette aventure, il peut y avoir aussi des traiteurs, des personnes qui ont un salon de thé, qui font de la restauration. Voilà, donc goustier, c'est plutôt le goût dans sa généralité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre stand sur le salon? Alors, sur mon stand, cette année, je vais bien entendu exposer la plupart de mes spécialités de bonbons de chocolat. Souvent, ces spécialités sont des produits qui ont été réalisés avec les grands événements qui ont pu se passer ces 2 dernières décennies. Ensuite, on va faire beaucoup de démonstrations pour montrer que nous sommes des métiers dans l'artisanat qui forment beaucoup et qui avons aussi besoin évidemment de beaucoup de personnes pour pouvoir progresser et travailler. Donc, on va se mobiliser pour être des grands formateurs dans le domaine de l'apprentissage. Et donc cette année, j'aurai 3 apprentis sur le stand qui font partie de notre maison, qui vont être là pour montrer un petit peu les côtés artistiques de notre métier et l'intérêt éventuellement que ça pourrait susciter auprès des jeunes. Est-ce que c'est vraiment une très bonne visibilité, ce salon? Alors, je pense que c'est une très bonne visibilité parce que le panel des exposants est quand même très riche et de grande qualité. Et généralement, pour moi, personnellement, la plupart des personnes qui viennent visiter ce salon sont quand même des personnes assez initiées à tout ce qui est beau, au domaine de l'art et de l'artistique, quoi. Alors, votre spécialité à vous, c'est quoi? J'ai beaucoup de spécialités. Alors évidemment, là où je m'éclate le plus, c'est quand je fais du travail artistique, hein, quand je fais des pièces, quand je réalise des pièces de commande, évidemment, mais aussi des pièces personnelles pour des salons à l'étranger ou en France. Alors mon truc à moi, c'est les robes en chocolat que je fais en partenariat souvent avec des stylistes,
évidemment des mannequins, voilà. On en retrouve cette année sur le stand ? Alors malheureusement, c'est une petite frustration pour moi cette année, c'est que je ne peux pas en faire parce que ça attire trop de monde. Et comme on doit éviter les mouvements de masse, donc malheureusement, je ferai d'autres démonstrations, mais pas celle-ci. On peut peut-être les retrouver en photo sur Internet ou oui, je pense que ça, il n'y a pas de souci. Et si on a un petit cadeau à faire, par exemple, pour les fêtes, un petit cadeau en chocolat ? Il y a l'embarras du choix, je pense, puisque les chocolats, quand même, en général, sont conservables. Jusqu'au fait, il n'y a aucun souci. Et donc, on a des très, très beaux coffrets qui comme on peut voir là sur le devant. Comme on peut voir devant. Alors, il y en a un qui s'appelle Fleur de Bonheur. C'est un coffret qui a été fait pour soutenir l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc quand il y a des mouvements comme ça, médiatiques, qui sont vraiment très porteurs et qui, moi, me fascinent et me passionnent aussi, généralement, je trouve toujours une idée pour soutenir par mon métier ce type d'événement. Alors il y a eu aussi l'arrivée du musée du Louvre-Lens. Là, ça m'a, en partenariat avec la direction, j'ai pu réaliser 2 coffrets, dont un collector, qui est unique en France et en son genre, puisqu'il y a une médaille de collection qui représente le musée du Louvre, et un timbre de collection aussi qui représente la star de l'ouverture, la star artistique, on va dire, à l'ouverture du musée, qui était la liberté guidant le peuple. Alors, vous êtes sur le stand au 2e étage, au 3e étage ? Quel stand ? 3e étage. 3e étage, et votre numéro de stand ? Ça doit être 100 et quelque chose. Voilà, 100 et quelque chose. Sinon, on peut vous retrouver sur le boulevard Basly. Voilà, sinon, en face de la mairie. La maison historique se trouve place Jean Jaurès à Lens, en haut du boulevard Basly, sur la place Jean Jaurès. Merci beaucoup, Monsieur Janson. Merci de nous avoir accompagnés. C'est moi qui vous remercie. On va goûter un petit chocolat, je vous rassure. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à venir rencontrer les nombreux artisans sur ce salon des métiers d'art de Lens, qui est ouvert ce samedi, aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h. Des pièces uniques, des métiers originaux à découvrir, un savoir-faire impressionnant, un salon à ne pas manquer, des formations aussi si vous avez envie d'apprendre ce métier. Merci au CIMA de nous avoir accueillis, merci aux artisans d'avoir déposé quelques objets pour notre décoration, et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain sur Télégoël pour vos programmes habituels. À très bientôt et prenez soin de vous.